en décembre 2015, d'être capable de restituer cette expérience, non seulement pour la Côte d'Ivoire, mais aussi auprès des autres pays africains, puisque d'un côté, il y a un volet diplomatique qui se met en place, mais en aucun cas, il ne faut patienter, il ne faut attendre que le volet économique se mette véritablement en opération sur le terrain. Donc, je voudrais vraiment sincèrement vous remercier pour ces années de collaboration, entre guillemets, et les futurs, surtout, qui vont encore avoir lieu. Et je voudrais aussi donc vous permettre de vous retirer et de prendre une pause café afin que l'on puisse commencer maintenant le cycle des rencontres qui permettront de partager aujourd'hui les activités du secteur privé, des partenaires au développement, la feuille de route du gouvernement et de terminer surtout par le cadre de financement mis en œuvre par la Banque africaine de développement en fin de journée. Merci beaucoup et bonne journée à tous. Qu'il faut s'attaquer, mais c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est énergie qui doit faire. La CIE n'est qu'un intermédiaire. Okay? Et donc actuellement les négociations sont en cours pour voir comment est-ce qu'on peut compléter le potentiel énergétique avec l'apport des énergies renouvelables, surtout le solaire. Et beaucoup de projets au niveau de la société civile sont en cours pour approvisionner le milieu rural qui n'a pas encore accès à l'énergie. Et les ONG sont très actives. Je pense qu'il y a des projets à Bouna, il y a des projets à Grand Laou, un peu partout, pour montrer un peu la pertinence ou la nécessité des énergies renouvelables dans la lutte contre la pauvreté en Côte d'Ivoire. Donc, tous les acteurs sont actifs et personne ne sera lésé. Et surtout les ONG, surtout le privé. Il y a de la matière dans la promotion des énergies renouvelables et surtout que la législation ne fait pas obstacle à la promotion des énergies. Oui. Il faut indiquer que l'hydraulique est une énergie renouvelable. L'hydraulique est une énergie renouvelable. L'hydraulique est une énergie renouvelable et la Côte d'Ivoire a un gros potentiel de 12 TWh en matière d'hydraulique. Donc là, il y a du travail à faire. Ensuite, au niveau des usines, les usines des turbines à gaz, aujourd'hui le gouvernement mène des actions pour mettre des cycles combinés. Donc le cycle combiné permet aussi d'améliorer l'efficacité énergétique à ce niveau-là. Et donc il y a la centrale d'Azito a été mise en service, les essais ont commencé dès le 1er mai. Elle vient améliorer l'efficacité énergétique. Et il y a la centrale de Cyprès qui va arriver et qui va améliorer l'efficacité énergétique. Ça veut dire qu'avec la même quantité de gaz, on va produire plus d'énergie. Merci pour le complément d'information. Donc vous voyez que la Côte d'Ivoire est engagée pour non seulement l'efficacité énergétique, et aussi il y a des projets avec les architectes pour faire des bâtiments, des éco-bâtiments. Et nous étions pour parler, je pense que ça continue, pour qu'ils nous présentent des modèles de bâtiments moins énergivores, c'est-à-dire des éco-bâtiments qui non seulement vont utiliser les énergies renouvelables, mais aussi essayer de sauver l'énergie que nous avons dans nos maisons. Madame Bolo de la NADER, que renferme le thème de productivité agricole. Oui. En matière de réduction des émissions, aujourd'hui, on nous conseille de pratiquer l'agriculture durable. L'agriculture durable, c'est-à-dire que sur la même surface, vous pouvez produire plus et émettre moins de CO2 en utilisant surtout l'engrais organique. C'est-à-dire on évite le maximum possible d'utiliser l'engrais chimique qui est à la base des pollutions, surtout en matière d'agriculture. Surtout les pesticides aussi sont déconseillés dans la promotion de l'agriculture durable. Et aujourd'hui, il est beaucoup plus question de l'agriculture familiale. C'est-à-dire, on n'a plus besoin de couper la forêt, on n'a plus besoin de faire l'extension de culture, on n'a plus besoin d'utiliser
les méthodes de culture sur hydraulique, mais plutôt faire la culture écologique, ça veut dire qu'on fait la culture sous bois et on fait une méthode, on a des méthodes d'intensification qui font l'accroissement de la productivité. Sur une petite parcelle, on peut produire la même quantité que si on était sur 50 hectares par exemple. Donc c'est ce qu'on veut dire par la croissance, la productivité. L'apiculture, oui, ça fait partie des méthodes de préservation de foresterie durable. Parce que aujourd'hui, non seulement l'apiculture nourrit son homme, et comme je l'ai dit, ça fait partie des emplois verts. Et on ne peut pas aujourd'hui préconiser la promotion des emplois verts sans parler d'apiculture. Donc c'est un secteur qui est considéré, vous n'êtes pas exclu du tout. Et aujourd'hui, on cherche même à former davantage de jeunes pour s'adonner à cette pratique qui nourrit son homme. Et surtout dans le cadre de la réinsertion des jeunes démobilisés, je pense que c'est un secteur qu'il faut considérer pour non seulement encourager les jeunes à avoir de quoi se nourrir, mais de quoi améliorer leurs conditions de vie. Les énergies représentent 25% des pollutions, oui. Est-ce que l'État rame à compte courant? C'est ça, M. Gourou? Non. Comme je l'ai dit, le code de l'électricité préconise en même temps la promotion des énergies renouvelables et aussi l'efficacité énergétique au niveau des énergies fossiles. On ne peut pas du coup arrêter la production au niveau des énergies fossiles, mais progressivement, parce que progressivement, on va réduire l'exploitation de ces ressources au profit des énergies renouvelables avec une maîtrise des technologies. Parce qu'il faut le dire, c'est vrai, on parle d'énergie renouvelable, mais la technologie coûte très cher. Pour avoir une centrale solaire, c'est des milliards. C'est vrai que vous allez me dire que pour construire un barrage, on parle de milliards, mais le barrage, on peut s'y construire des dommages. Mais au niveau du solaire, en tout cas les études sont en train d'être menées. Je pense qu'il y a eu un appel à manifestation l'année passée. On a eu plus de 20 sociétés qui sont intéressées à établir des centrales solaires en Côte d'Ivoire et aussi des infrastructures d'éoliennes. Mais c'est pas encore, ça a été, enfin la liste a été publiée. On attend maintenant concrètement les projets pilotes pour en tout cas compenser un tant soit peu le manque d'électrification, surtout en milieu rural. Donc c'est une préoccupation, en tout cas qui est prise en compte par les autorités ivoiriennes. Oui, une législation en Côte d'Ivoire sur les polluants des voitures, c'est ça, des automobiles? Je crois. Oui, il y a un décret qui a été initié, qui a été pris en 2012 sur les pollueurs-payeurs. Mais j'avoue, depuis 2012, on n'a pas encore pris les articles. Non, écoutez, soyons patients. Le développement, c'est un processus. C'est un processus. Souvent on est pressé. Souvent on est pressé, mais on prend le temps d'avoir les outils. Surtout que le décret a été pris. Et également, il y a une loi sur le développement durable qui a été prise l'année passée. Donc vous voyez que l'arsenal juridique est en train de se mettre progressivement en place pour faciliter l'exploitation de ce type d'énergie. Et aussi, on parle aussi en termes de création d'emplois. Donc, il faut circonscrire, je pense, tous les contours pour prendre en compte véritablement l'environnement. Il y a également le code de l'environnement, donc qui préconise, dont les articles préconisent la lutte contre la pollution. Mais également, ce qui se passe au ministère, c'est qu'il y a des projets. Les projets, je pense, les piézomètres, on appelle ça. Un projet pour lutter contre la pollution des eaux. Voilà, la pollution aérienne. Il y a eu des projets où il y a des pilotes sur VGE,
on a eu des tests qui ont prouvé que véritablement il faut s'attaquer à ce phénomène qui vraiment nuit à la santé des Ivoiriens. Et donc ces projets ont été concluants et je pense que bientôt il va y avoir un décret sur la qualité du lait en Côte d'Ivoire. Je pense que ce projet a été déposé en Conseil des ministres et bientôt, une fois que c'est pris, vous allez voir qu'on aura des mesures pour en tout cas purifier notre environnement, notre atmosphère par le retrait des voitures et encourager l'achat de nouvelles voitures, des voitures propres, les puces également. Parce que je sais que je suis allé au tourisme où j'ai animé une conférence sur tourisme et développement durable qui a été fort appréciée et on avait même commencé par élaborer un partenariat pour vous accompagner dans les parcs et autres. Bon, c'est qu'il y a un directeur général du développement durable. Il est là, il est accessible, il peut vous parler de tous ces projets. Sinon, le secteur n'est pas mort du tout. Le secteur n'est pas mort, mais il faut initier des activités de sensibilisation. Il faut toujours tenir en éveil la population ivoirienne sur la question du développement durable. Parce qu'une fois qu'on fait place au silence, j'avoue que ça tue un peu le momentum, ça tue un peu l'élan. Sankone Bakaïko, sur la secrétaire permanente de la Commission nationale du Fonds pour l'environnement mondial. Et je voudrais rappeler que la Côte d'Ivoire est membre contributeur au Fonds pour l'environnement mondial et en même temps bénéficiaire des projets. Donc à ce titre-là, il y a 3 questions qui nous interpellaient. On demandait qu'est-ce que l'État fait dans le domaine des énergies renouvelables. Il y a eu des actions sur le plan du cadre institutionnel. À l'époque, il n'y avait même pas de direction des énergies renouvelables. Aujourd'hui, c'est chose faite. Et il y a un code de l'énergie, un nouveau code de l'énergie. Et c'est pour vous dire que plusieurs projets ont été financés par le Fonds pour l'environnement mondial en Côte d'Ivoire, dont 2 projets qui sont en cours d'exécution au niveau du ministère en charge de l'énergie et plusieurs projets, micro-projets par notre programme de microfinancement qui est géré par le PNUD qui est dans la salle ici. Et dans le domaine de l'apiculture, c'est pareil. Plusieurs projets ont été financés. Il y a la dame qui parlait des projets dans le domaine de l'apiculture, elle peut nous approcher, nous avons les chiffres. Et c'est dans toute la Côte d'Ivoire, du centre jusqu'au nord. Et dans le domaine de, on peut dire, l'écotourisme, il y a le projet du Banco qui est un grand projet qui est en cours aussi d'exécution, financé par le FEM. Ce sont ces exemples-là que je voulais citer. Si vous voulez des informations plus approfondies, vous nous approchez. Merci. Les orientations que le gouvernement devait suggérer pour que le monde économique puisse justement passer à l'action. Et ici, je voudrais maintenant laisser la parole à mon commandant, Marcel Gao, qui est le coordonnateur du bureau du programme national changement climatique et le secrétaire permanent de la commission REC de Côte d'Ivoire. Donc, c'est un problème de financement que vous aurez aussi à être confronté. Or, vous savez très bien que en temps normal, les mécanismes de financement au niveau du climat, l'Ivoire ne connaît pas dit la Côte d'Ivoire et actuellement reste en marge de ce financement. Nous avons le fonds vert qui est basé en Corée du Sud. Et jusque-là, Leïla, l'une des anciennes de la Banque africaine de développement, a dit que l'Afrique, surtout l'Afrique francophone, nous ne faisons pas des projets qui sont bancables pour que ces projets-là puissent être financés. Ça, c'est un premier pas. Maintenant, deuxièmement, vous aussi, en temps normal, au niveau du programme, vous n'avez pas un fonds spécialement dédié à vos financements. Il va falloir créer un fonds qui va vous aider à financer vos différents projets et cela va vous permettre vraiment à aller de l'avant. Donc c'est un peu la contribution que je voulais apporter.
chargée de communication à EPUR, Association ivoirienne pour le droit à un environnement pur, association membre de l'Union fédérale des consommateurs du Côte d'Ivoire. J'aimerais d'abord remercier le commandant Yao Marcel pour ce brillant exposé. Ce que moi j'aimerais demander, c'est d'abord vous avez fait l'état, dans votre exposé, vous avez fait l'état des forêts. Et vous avez dit que dans votre exposé, que de 16 millions d'hectares de forêt, nous sommes arrivés à 2 millions d'hectares de forêt. Ce que moi j'aimerais savoir, c'est, bien que cela est vraiment difficile à accepter, j'aimerais savoir, parce qu'à la lutte pour les choses, on risque de ne plus avoir de forêt. J'aimerais savoir s'il y a vraiment une estimation qui est faite et si nous pourrons toujours rattraper ces hectares de forêt perdus. Si oui, et comment? Merci. Conseiller du président de la Chambre de commerce et d'industrie, chef d'entreprise, je voudrais confier une mission spéciale au commandant parce que j'ai été saisi il y a cela 2 semaines environ par des agriculteurs qui ont vu leur barrage occupé par Torian, une société qui est dans le manganèse, qui pollue fermement le barrage et qui barre donc l'usage de l'environnement par le fait que ces agriculteurs et ces paysans peuvent mettre en valeur leur terre. Je pense que ce plateau est tout offert pour interpréter. J'ai vu l'engagement du commandant, donc je voudrais lui confier cette mission spéciale et après je le verrai pour lui donner les détails, mais je voudrais en parler publiquement pour que les uns et les autres soient saisis de cela. Je reviendrai sur la question tout à l'heure. Merci. Je n'ai pas entendu parler non plus de l'Oblé et on parle de changement climatique. Et depuis 2002, je me pose une question et je continue de me la poser cette question. C'est vrai, vous êtes des spécialistes, des experts en environnement. Mais je trouve jusqu'à ce jour que l'environnement est à un niveau d'expertise. Il faut l'amener à un niveau primaire. C'est vrai, les conférences y passent, ici et là. Les projets également. J'en fais partie, j'avoue. Mais sur le plan pratique, je pense qu'il y a un problème d'éducation et d'information. Tant qu'on n'aura pas une plage horaire hebdomadaire ou quotidienne au niveau des différents supports télé, il sera difficile d'amener à faire comprendre l'environnement dans toute sa multitude aux différentes populations. Et ça, c'est une préoccupation pour moi, parce qu'on en parlera toujours dans les forums, dans les conférences, mais tant qu'on ne descendra pas à un niveau primaire de compréhension, il sera très difficile de l'appliquer. Je suis du secteur privé, on parle de micro, de macroéconomie, mais il faut descendre le niveau. Et nous avons apprécié donc la mesure de déguerpissement de tous les sites clandestins d'orpaillage. Parce qu'un site minier, par exemple, est inutilisable pendant 30 à 40 ans, compte tenu des produits que nous utilisons. Donc, vous voyez un peu la dangerosité. Je pense que le ministère des Mines a pris le problème par le corps et des solutions seront proposées. Et dans la commission nationale REC+, nous avons la participation du ministère des Mines, celui des énergies. Le problème donc est traité à ce niveau. Au niveau du fonctionnement des financements, effectivement, nous sommes en train de réfléchir pour la mise en place au niveau national d'un fonds national pour la lutte contre les changements climatiques. Il sera financé dans une première partie par les fonds de l'État et ensuite nous verrons au niveau du fonds vert ce qui ressortira des négociations de Paris pour donc alimenter ce fonds-là qui va proposer des projets d'adaptation et d'atténuation en Côte d'Ivoire. Nous avons la chance d'avoir l'appui de la Banque mondiale et du système des Nations Unies déjà pour le mécanisme RED+, et cela jusqu'en 2020. Donc il y aura beaucoup d'activités de terrain qui seront menées à ce niveau. L'état des forêts, vraiment de 16 millions à 2 millions, c'est des chiffres qu'on utilise depuis 10 ans. Actuellement, on doit être peut-être à 1 million ou à 500 millions. Là, franchement, on espère que l'État... Voilà. Les aires protégées n'existent maintenant que le nom. Quand vous regardez sur la carte,
Le contour est là, mais à l'intérieur, quand vous survolez, il n'y a rien dedans. Il faut qu'on soit franc. Et donc, il y a un besoin d'estimation. Voilà pourquoi le projet SST est bienvenu. Avec des images satellites, on pourra voir un peu comment évoluer cette forêt et ce qui nous en reste. Les solutions, effectivement, beaucoup de solutions sont proposées. La SODIFOR est en train de réfléchir. Les populations sont déjà dans les forêts. Donc, il est difficile de les faire sortir manu militaire. Donc, le gouvernement est en train de réfléchir pour voir comment faire, soit laisser ces populations sur place, écouler leurs produits agricoles pendant des années, et puis on les fait partir. En tout cas, les réflexions sont en cours. Le mécanisme RED Plus également va proposer des incitations aux populations, aux paysans, pour conserver le bois qu'ils ont ou l'arbre qu'ils ont derrière la forêt, moyennant de l'argent pour leur projet de développement. La mission, oui, ça nous l'accueillons favorablement. Nous sommes prêts donc à vous accompagner et à faire un courrier officiel de M. le ministre pour régler cette situation-là. C'est ce genre de mission-là que nous adorons, le ministère de l'Environnement. C'est avec plaisir que nous allons vous accompagner. El Niño, ça c'est une colle, c'est vraiment une colle. Mais je pense que 2015 c'est l'année des records, c'est l'année des changements climatiques, mais c'est l'année des records du pic de température, effectivement. La Sodexal nous donne régulièrement donc, des informations sur le climat et je pense que cette année-là est une année de record au niveau des pics qui va peut-être favoriser également la prise de décision au niveau de la conférence de Paris. Trop d'expertise au niveau de l'environnement, effectivement, il y a trop d'experts au mètre carré, mais monsieur le ministre de plus en plus nous demande d'aller sur le terrain, d'aller au contact des populations et de proposer des projets qui passeront à l'échelle. Et malheureusement, c'est le ministère qui est moins gentil au niveau des différents ministères, au niveau des budgets. L'essentiel donc de notre budget vient des partenaires, que nous remercions au passage. Et donc, une collaboration, un cas de collaboration avec la RDI est en cours pour qu'on puisse passer des informations et des messages aux populations en vue donc de changer les comportements. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup, mon commandant. Et vous avez notamment M. Kadjo Kwame, qui est le DG de la SODEMI, qui est extrêmement attentif à ce genre de situation. Donc c'est aussi une personne que je vais solliciter, parce que ce que vous décrivez en aucun cas ne peut exister, et dans le nouveau code minier de Côte d'Ivoire, et dans les manières de monter un projet minier, de financer, entre guillemets, un projet minier. Les miniers sont destructeurs, donc ce sont les premiers vraiment à avoir mis en place des stratégies opérationnelles de la préservation de l'environnement, quand ils sont aux standards internationaux. Et donc, ils sont aux standards internationaux selon la source de leur financement. Si vous êtes financé au Barco, Banque mondiale, etc., vous avez des obligations de plan de gestion environnementale qui vous amènent à éviter ce genre de phénomène que vous dites. Concernant El Niño et sa petite sœur, la Niña, on parlera plus tard, si vous voulez, des causes et des mouvements, entre guillemets, océaniques. Par contre, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'en Côte d'Ivoire, depuis 1965, depuis 1965, on suit l'évolution de El Niño avec une augmentation des températures et une chute de la production cacao en Côte d'Ivoire. On a des cartos qui sont très très bien faits. Et la bonne nouvelle, c'est que l'inverse de El Niño s'appelle La Niña. Et en 2010, on avait l'inverse aussi qu'on a à l'heure actuelle, c'est expliquer le boom, entre guillemets, de production de cacao que nous avons. Donc, en fait, il y a un système de suivi d'anticipation de ce phénomène-là. On connaît à l'avance les conséquences. Le marché économique du cacao connaît à l'avance les conséquences. C'est quelque chose qui est suivi, mais c'est quelque chose qu'on ne reflète pas maintenant auprès des cacaoculteurs. Dans le temps, on avait la SATMACI. Aujourd'hui, on a la bonne volonté du secteur privé. Donc, je voudrais, mon commandant, merci beaucoup pour ta participation. La FAO, donc M. Germain Da Silva, représentant de la FAO, je vous dis un petit mot. C'est juste pour compléter, il y a l'Organisation des États généraux des forêts qui se prépare. Il y a eu un lancement par le Premier ministre et je voulais aussi dire à ce sujet que quand on parle de changement climatique, il faudrait qu'il y ait une cohérence et une complémentarité entre les différents ministères et que la réunion de vendredi sera extrêmement importante puisque là on parle des effets par rapport à l'agriculture, on parle des effets, on a beaucoup parlé des ressources halieutiques et animales également,
Et tous ces aspects sont interliés, et si on agit au niveau de l'environnement, là par exemple les États généraux, il y a un code forestier qui a été adopté récemment. Donc je crois qu'il y a un effort à faire entre les différents ministères pour qu'il y ait une cohérence en termes d'action.